il n'y a pas de petite violence conjugale. La personne qui se retrouve face à un conjoint violent se retrouve souvent dans une situation de danger qui peut être extrême. Elle fait peur. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Après, j'ai une soeur tranquille, on parlait tranquille. Et après, il est parti. Et elle me dit, il m'a étranglé et tout. Je suis Hélène, policière en Ile-de-France, et j'ai 5 minutes pour réagir à cette intervention de mes collègues face à un mari violent, mais surtout armé. Il y a des interventions que les policiers ne prennent jamais à la légère. Les violences conjugales. En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son compagnon. Nous sommes à Roubaix, dans le Nord. Romy et Patrick entament leur patrouille de nuit. On se rend sur des violences conjugales où la femme s'est réfugiée dans la salle de bain ou dans la chambre. Enfin, elle s'est réfugiée dans une pièce parce qu'elle vient de se faire frapper par son mari. Apparemment, son mari est alcoolisé. Une intervention pour des violences conjugales devient immédiatement une intervention particulièrement urgente sur laquelle les policiers sont toujours hyper réactifs parce que le danger peut être imminent et on ne le répétera jamais assez, il n'y a pas de petite violence conjugale. La personne qui se retrouve face à un conjoint violent se retrouve souvent dans une situation de danger qui peut être extrême. Sur place, ils tombent sur la victime qui les attend au coin de la rue. Elle est parvenue à sortir de son appartement et n'ose plus rentrer chez elle, effrayée par son mari, devenu violent. Madame, s'il vous plaît, calmez-vous. On est là pour vous, calmez-vous, s'il vous plaît. Donc dans un premier temps, on voit que la policière essaye de calmer la victime, de pouvoir savoir ce qui s'est passé. Donc pour ça, elle a déjà besoin que la victime puisse être capable de s'exprimer à peu près correctement. Elle va certainement lui poser des questions pour savoir où se trouve son mari qui est violent, savoir s'il est armé, s'il a un couteau, s'il a une arme à feu, pour pouvoir intervenir en toute sécurité. Mais dans un premier temps, nous sommes là pour rassurer la victime et lui faire comprendre qu'elle est prise en charge, que tout va bien aller pour elle et que les policiers prennent en main la situation. Elle fait peur. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Après, j'ai une soeur tranquille, on parlait tranquille. Et après, il est parti. Et elle me dit, il m'a étranglé et tout. Étranglé là ce soir? Alcoolisé? Oui, c'est la bouffe, ça lui arrive. Ok. Là, vous l'avez enfermé, c'est ça? Il est enfermé chez moi. Donc dans le cadre des violences conjugales, on n'a pas besoin de demander à la personne qui est victime si elle souhaite déposer plainte ou non. De toute façon, les violences ont été commises et qu'elle souhaite déposer plainte ou non, la personne va, quoi qu'il en soit, être interpellée. Le mari, présumé violent, est manifestement très alcoolisé. Oh, venez là, monsieur, sortez. Donc là, il faut sortir la personne de son domicile, puisque de toute façon, ça leur permet aussi qu'il n'ait pas d'armes domestiques à proximité. Donc de l'éloigner d'une cuisine, par exemple, parce qu'on sait qu'il est très facile pour la personne d'ouvrir un tiroir, d'attraper un couteau ou encore un ciseau, enfin tous les ustensiles qu'on peut trouver dans une cuisine et qui peuvent devenir des armes par destination. Donc dans un premier temps, on le fait sortir de son domicile, ça permet déjà d'assurer une certaine sécurité pour les intervenants. Et il reproche à sa femme d'avoir prévenu la police. Je te remercie. Je te remercie. C'est pas un problème. Bon. Il est aussitôt menotté, mais il se défend. La victime, ce serait lui. Alors là, encore une fois, c'est presque un cas d'école avec la personne qui est auteur, qui reproche à l'autre d'avoir fait appel au service de police. On est toujours dans ce processus de culpabilisation de l'auteur face à sa victime qui participe au phénomène d'emprise. Utiliser la violence psychologique et physique, d'autant plus face à un conjoint, est strictement interdit. Pendant ce temps, Romy recueille la version de la victime. Les violences auraient commencé après une soirée trop alcoolisée. On va confronter les versions, d'un côté comme de l'autre, donc on les met dans des pièces distinctes afin d'éviter que la situation ne s'envenime à nouveau. Donc la première des choses à faire, comme l'ont fait les collègues, c'est de partir d'un côté avec la victime, de l'autre avec l'auteur, mais surtout qu'il n'y ait pas de contact visuel entre les deux. Direction le commissariat, où l'homme sera placé en garde à vue. Sur le trajet, il se défend et conteste avoir étranglé sa femme. Il affirme avoir lui aussi été frappé. Alors pour constater les blessures, pour corroborer ou non les déclarations de l'un comme de l'autre, on procède après à des examens médicaux qui sont faits par des médecins spécialistes, on appelle ça des médecins légistes, et ça va en fait participer à l'enquête
et permettre de dire si les déclarations de la victime sont concordantes avec les traces de coups qu'elle présente sur le corps ou qu'elle ne présente pas. Et inversement pour l'auteur, il se dit lui-même victime de coups, il va être exactement examiné de la même façon par un médecin qui va pouvoir dire si lui a été frappé à son tour ou non. L'homme est soumis à l'alcotest. Allez. Jusqu'à la fin du bit. 0,81. 1,6 g d'alcool dans le sang. L'homme sera bientôt convoqué devant le tribunal. À Roubaix, les coups et blessures volontaires intrafamiliaux ont augmenté de plus de 22% en un an. Alors pourquoi on fait pratiquer à cet homme-là un dépistage de l'imprégnation alcoolique? C'est pour deux raisons. Tout d'abord, lorsqu'il est placé en garde à vue pour qu'on lui notifie ses droits, il va falloir qu'il soit en pleine possession de ses moyens. Donc on considère que s'il est trop alcoolisé, il ne pourra pas comprendre ce que va lui dire l'officier de police judiciaire, à savoir avoir le droit de prévenir un membre de sa famille, de faire appel à un avocat ou de consulter un médecin. Donc on va attendre que cette personne soit arrivée à un niveau d'alcoolisation raisonnable, c'est-à-dire qu'il soit en pleine possession de ses moyens, avant de lui notifier ses droits de garde à vue. Et d'autre part, la consommation d'alcool peut également être un facteur aggravant dans le cadre de violence. C'est pour ça que ce test est fait avant le placement en garde à vue. Voilà, c'est la fin de mon analyse de cette intervention de mes collègues.